En vrai, c'est l'heure d'ouvrir notre débat du jour. La France retiendra donc ce prénom. Morissette, c'est elle qui a 78 ans, est devenue à 11h01 précise hier la première Française à recevoir la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Dans la foulée, 8 autres résidents de l'unité de soins de l'hôpital de Sevran, en région parisienne, ont suivi, ainsi que des pensionnaires d'un EHPAD à Dijon. Un début de campagne de vaccination salué par Emmanuel Macron sur Twitter. Nous avons une nouvelle arme contre le virus, a-t-il écrit. Et depuis ce matin, on vous pose cette question sur nos réseaux sociaux. Pensez-vous que le vaccin nous aidera à battre le coronavirus ? Vous votez sur Facebook et sur Twitter. Sur Twitter, vous répondez non assez largement à 86%. Vous continuez bien sûr de réagir sur nos réseaux sociaux. Puis vous nous appelez pour donner votre avis à l'antenne. Un numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. On en débat avec vous et puis avec nos invités qui ont accepté notre invitation. Je les en remercie. Avec nous, Jacques Battistoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des médecins généralistes MG France et avec nous également Florence Arnez-Momé. Bonjour. Bonjour. Délégué général du SYNERPA, c'est le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. C'est donc dans vos structures que débute cette campagne de vaccination contre le Covid-19, les résidents des EHPAD étant prioritaires. Florence Arnez-Momé, ce qu'on a vu hier avec Morissette, décidément, en tout cas, on retiendra ce prénom-là, ça tenait plus du symbole qu'autre chose. Oui, du symbole, parce que c'était un jour important, historique, où commence une campagne de vaccination. Pour autant, c'est plus qu'un symbole, puisque cette première semaine permet de tester le dispositif, de mettre en place le dispositif dans une dizaine d'établissements en Île-de-France. Et dès la semaine prochaine, plusieurs centaines, ou peut-être une petite centaine d'établissements sera en position pour le 4 janvier pour passer à la vaccination. Et le calendrier s'étalera ainsi, puisque vers le 10-15 janvier, c'est 7000 EHPAD qui devront commencer véritablement la campagne nationale qui se déroulera tout au long du mois de janvier avec 21 jours, une dose supplémentaire, une deuxième dose 21 jours plus tard. Donc ça nous amènera fin février pour l'ensemble des structures. Mais ça veut dire que dans les EHPAD, il n'y a pas de vacances, effectivement, pendant ces fêtes de Noël. On travaille d'arrache-pied, finalement. Il y a beaucoup d'organisations et de travail à mettre en place actuellement. Ah oui, absolument. On ne pensait pas d'ailleurs. Initialement, oui. On a commencé à travailler autour de la campagne vaccinale fin novembre, début décembre. On était en pleine deuxième vague, qui n'a d'ailleurs pas été complètement terminée, qui n'est toujours pas complètement terminée. Les protocoles Noël en EHPAD étaient très attendus des familles, donc une nouvelle organisation également assouplie pour les fêtes de fin d'année et sur ces entrefaits, la campagne vaccinale. Mais c'est un travail différent. C'est un travail d'espoir. Ça n'a rien à voir avec le traumatisme qu'ont vécu toutes les équipes au mois de mars et avril notamment, et puis également sur cette deuxième vague. Et la perspective d'une troisième vague est presque insoutenable pour les équipes. Donc c'est quand même le cœur vaillant que l'ensemble des personnels et des équipes des EHPAD partent dans cette campagne vaccinale. Il y a déjà en quelque sorte un début de soulagement, en tout cas d'espoir. Jacques Battistoni, vous êtes le président, je le rappelle, du syndicat des médecins généralistes MG France. On vous demande beaucoup d'ailleurs votre avis en consultation sur ce vaccin anti-Covid. On nous demande notre avis à chaque consultation pratiquement, sauf peut-être les patients les plus jeunes qui se sentent un peu moins concernés, mais tous nos patients qui présentent des maladies chroniques, qui ont plus de 50 ans souvent, et plus encore ceux qui ont plus de 60 ans, nous posent la question du vaccin. Ils nous demandent deux choses. Ils nous demandent, pensez-vous que cette épidémie va continuer ? Qu'est-ce que vous pensez de l'épidémie ? Et puis deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez du vaccin ? Et donc évidemment, on leur apporte notre réponse. Quel rôle justement les médecins généralistes vont avoir dans cette campagne de vaccination ? Là, on l'entend à ce que vous dites, c'est qu'il y a un rôle déjà d'information, de pédagogie en tout cas au démarrage. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que vacciner les gens, c'est pas quelque chose de très difficile en soi. On a des problèmes techniques que vous connaissez sans doute à cause de ces vaccins qui nécessitent d'être conservés dans des conditions bien particulières, avec des problèmes d'acheminement du vaccin auprès des EHPAD qu'on connaît. Et au-delà de ça, l'élément fondamental, c'est de convaincre les gens, de convaincre la population, et en premier lieu les personnes âgées résidentes en EHPAD, que le vaccin est quelque chose qui est bon pour elles, dont le rapport bénéfice avantage sur danger est bien supérieur.
et donc doit les inciter à se faire vacciner. Donc notre travail de médecin généraliste, c'est d'être auprès de ces patients, d'aller les rencontrer rapidement, le plus vite possible, je dirais presque, de façon à ce que les EHPAD puissent commander les vaccins. Et puis après, notre travail, ça sera aussi auprès du reste de la population. Mais justement, vous parlez du reste de la population, Jacques Baptistoni. Alors, Florence Arnez-Momé nous a expliqué un petit peu quel était le calendrier jusqu'à février, à peu près, pour ce qui concerne les résidents des EHPAD. Pour les personnes qui ne sont pas résidents d'EHPAD, justement, quel est le planning qui a été mis en place ? Oui, alors en fait, le planning s'est un tout petit peu étiré dans le temps, probablement parce que la mise à disposition du vaccin Moderna n'est pas attendue avant, je dirais sans doute, la deuxième quinzaine du mois de février. Donc, grosso modo, la première période va durer jusqu'à la fin du mois de février. Elle va concerner les EHPAD et elle va se chevaucher avec l'arrivée pour les personnes qui résident à domicile, en ambulatoire, pour les plus de 75 ans notamment, le vaccin Moderna, dont on attend encore qu'il soit validé par l'Agence européenne du médicament, puis autorisé à la vaccination. Ça devrait se chevaucher à partir du 15 février environ. Et donc là, ça va s'enchaîner effectivement. La question de ce vaccin, bien sûr, pas de vaccin sans consentement. Et j'imagine, Florence Arnez-Momé, que pour les EHPAD, la question se pose tout particulièrement, à savoir que ce soit la personne âgée qui donne son consentement ou la famille, les proches. Il y a un protocole très strict qui est déjà établi, qui est mis en place. Oui, absolument. Le recueil du consentement en EHPAD est une question très importante puisque une partie des résidents peuvent donner un consentement libre et éclairé à l'issue d'un entretien où on leur explique le processus vaccinal. Et puis, on a en EHPAD 50% environ, 50 à 60% de résidents qui peuvent avoir des difficultés, voire ne pas pouvoir du tout donner un consentement libre et éclairé. La Haute Autorité de Santé a prévu que ce soit la famille. Alors, on a un dispositif légal qui est soit le tuteur, mais il y en a très peu en EHPAD, soit la personne de confiance, également un nouveau dispositif depuis 2015 qui est mis en place. Donc, ce sont ces personnes-là qui seront interrogées en primo-intention. Et puis, s'il n'existe pas parce que pas nommé, eh bien, c'est l'avis de la famille. Et puis, évidemment, l'avis du médecin traitant. Il est certain que dans cette matière-là, les personnes âgées et les familles vont quand même être beaucoup à l'écoute de leur médecin traitant. Juste pour comprendre un petit peu, à partir de quel moment une personne âgée, on va dire qu'il n'y a pas de consentement libre et éclairé possible pour sa part et qu'il faut justement une autre personne pour le donner à sa place? Écoutez, en EHPAD, c'est la vie courante des établissements, puisque nos établissements, depuis plusieurs années maintenant, une bonne 10-15 ans, ont une population qui est exclusivement, quasiment, de personnes Alzheimer. Beaucoup, en tout cas, d'entrées se font liées à la maladie d'Alzheimer. Donc, évidemment, les dossiers médicaux, la connaissance des personnes, nous savons à quel moment la personne peut encore donner un consentement libre et éclairé. Nous avons l'habitude. Là, et les familles le savent également. Bien sûr. Alors, on le sait, globalement, on a des Français qui sont assez divisés sur ce vaccin anti-Covid. Un dernier sondage parlait de 44% des Français seulement qui se disent prêts à se faire vacciner aujourd'hui. Quelle remontée vous avez justement au niveau des EHPAD? C'est quoi la tendance actuellement? Alors, nous avons eu beaucoup de discussions au mois de décembre, beaucoup de remontées de questions sur des familles, des résidents. Au fond, maintenant qu'on passe en phase active, et notamment sur les 3 établissements que j'ai l'honneur de suivre en première intention cette semaine, les recueils de consentement se sont faits assez facilement et on arrive à 50-60% de consentement à l'issue d'un entretien avec le médecin, avec la direction de l'établissement. Donc, très peu finalement de personnes qui refusent. Et on va continuer comme ça à faire de la pédagogie pour obtenir le plus de consentement possible. Pour autant, c'est vraiment un choix personnel et le ministère nous a bien rappelé et les directives de la Haute Autorité de Santé nous rappellent bien que sans consentement, on ne vaccine pas. Donc vraiment, on laisse les gens assez libres et on ne veut pas d'obligation et on veut au contraire pouvoir les amener progressivement au volontariat par, encore une fois, l'exemple, la pédagogie. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs demandé à être achalandés
progressivement sur plusieurs semaines pour pouvoir laisser le temps aux gens de donner leur consentement libre et éclairé, ne pas leur dire c'est maintenant ou jamais, après ce sera les autres. Donc oui, nous demandons, EHPAD, à ce que même si un résident ou une famille avait refusé en janvier-février, qu'ils puissent évidemment avoir recours à la vaccination rapidement dès ses premières volontés, que ce soit en mars ou à l'été. Jacques Battistoni, ce qui inquiète notamment alors, les Français au sens large, ce sont potentiellement les effets secondaires, le manque de recul sur ce vaccin qui a été trouvé en un temps record, des vaccins en plus qui utilisent pour la première fois cet ARN messager. Elles sont légitimes pour vous ces inquiétudes ou on peut maintenant les dépasser d'une certaine façon ? Alors oui, je crois que oui aux deux questions. Oui, les inquiétudes sont légitimes dans la mesure où il s'agit d'un nouveau vaccin, donc d'un nouveau médicament. Un vaccin, c'est un médicament, pas comme les autres parce qu'il est un peu différent, mais c'est un médicament dont le but est de soigner une maladie, en l'occurrence le Covid. Quelles sont les caractéristiques de ce vaccin ? Il est évidemment nouveau, mais en même temps, il s'appuie sur des technologies, notamment celle de l'ARN messager dont vous avez parlé, qui ne sont pas nouvelles, elles, qui ont été testées à plusieurs reprises. Donc effectivement, ça s'est fait très vite, mais on a aussi bénéficié de l'apport de beaucoup d'expériences antérieures. Le coronavirus, c'est un virus qui est connu, donc on a bénéficié du fait qu'on avait déjà testé des vaccins sur d'autres formes de coronavirus. Vous vous rappelez peut-être de l'épidémie de SARS, les épidémies qui ont eu lieu également au Moyen-Orient, qui ont permis de tester des candidats vaccins. Donc on connaît le coronavirus, on connaît cette technique de l'ARN messager, et donc on sait maintenant de plus en plus, et on a aussi une série de patients qui ont été vaccinés qui est importante. Puisqu'on a testé environ 40 000 personnes concernant le nouveau vaccin Pfizer. Et avec 40 000 personnes, ça veut dire qu'on a 20 000 personnes qui ont bénéficié d'une vaccination efficace contre 20 000 qui ont reçu un placebo, comme on dit. Et ça nous donne une idée quand même précise des effets secondaires possibles. Et on sait bien que les effets secondaires apparaissent relativement tôt. Donc, s'appuyant sur toutes ces expériences passées... C'est-à-dire que, qu'on vous comprenne bien, c'est-à-dire que pour bien vous comprendre, c'est-à-dire que sur l'inquiétude qu'il peut y avoir sur les effets secondaires en se disant, là, en quelques mois, on a trouvé un vaccin et qu'on n'a pas assez de recul sur les effets secondaires, vous nous dites, en fait, les effets secondaires, ils arrivent très majoritairement au tout début. Et donc, c'est là où il y a une potentielle inquiétude. Et là, pour le coup, on peut vérifier actuellement. Absolument. Ça a été le cas de tous les vaccins jusqu'à maintenant. Les effets secondaires, quand ils se produisent, sont des effets secondaires qui arrivent relativement tôt. Et donc, avec un minimum de recul, on est en capacité de dire qu'a priori, sauf événement, mais on va être évidemment extrêmement attentif à ce qui se passe, il ne devrait pas y avoir d'autres effets secondaires importants. Donc, on peut rassurer les gens par rapport à l'innocuité du vaccin aujourd'hui, sous réserve évidemment d'être extrêmement vigilant et de regarder tout ce qui se passe. Jacques Battistoni, vous restez avec nous, également Florence Arnez-Momé, on revient dans un instant, juste après une courte page de pub, et puis il y a aussi un rappel sur le sondage, voir comment ça vote justement sur nos réseaux sociaux. La question, Félix Mathieu, pensez-vous que le vaccin nous aidera à battre le coronavirus? Quelle est la réponse pour l'instant sur Twitter? Eh bien, c'est un grand non à 85%. On a par exemple Jackie Bordage qui nous écrit sur Twitter qu'avant de crier victoire, il serait bon d'attendre le taux d'anticorps de ceux qui ont reçu ce vaccin et la baisse de la mortalité dans les prochains mois. Et ben voilà, on en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur Sud Radio, il est 9h21. Cette campagne de vaccination contre le Covid-19 avec cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Vous continuez de réagir, bien entendu. Pensez-vous que le vaccin nous aidera à battre le coronavirus? On en parle avec Florence Arnez-Momé, qui est déléguée générale du CINERPA, c'est le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Avec nous aussi ce matin, Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France. Vous nous appelez 0826 300 300 pour nous donner votre avis, et nous sommes en direct avec Jean qui nous appelle de Dordogne, c'est ça? Oui, bonjour, merci. Bonjour Jean, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci et merci aux invités aussi de nous donner ces informations. Alors moi je précise tout de suite, je suis un citoyen, je ne suis pas médecin et je n'ai pas les responsabilités, notamment vis-à-vis des EHPAD que ma collègue du débat de ce matin peut avoir. Donc ce que je vais exprimer, c'est vraiment mes vues personnelles.
je dirais, d'un citoyen qui s'interroge. Alors, c'est difficile dans un débat qui paraît clivant, parce que vous posez une question en disant êtes-vous pour ou contre, ou va-t-il nous sauver ou pas, et donc on est à 80% ou 60%. Si vous me permettez, je vais peut-être essayer d'émettre une opinion nuancée. Allez-y. La première chose à dire, c'est que il me semble que réfléchir ou s'informer, d'abord, c'est légitime. Je crois que le mot a été prononcé par monsieur, votre invité qui est médecin. Les interrogations, les inquiétudes, parfois, les doutes peuvent être légitimes. Et je dirais que en tant que citoyen, réfléchir n'est pas désobéir. Bien sûr. Bon, ça reste un choix individuel, donc on peut être pour ou anti-vaccin en général. Là, on est face à un choix qui est particulier, face à une pathologie qui est nouvelle et face à un vaccin qui est nouveau. Donc tout est nouveau. Donc moi, je vais faire partie probablement de ceux qui se disent: je ne suis pas un cas prioritaire. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans les catégories des cas prioritaires. Et de ce que j'ai compris, de toute façon, il n'y a pas assez de vaccins immédiatement pour vacciner massivement la population. Donc, mon choix, en quelque sorte, se posera probablement au deuxième semestre. Moi, j'ai envie d'attendre un peu aussi le retour sur ce qui peut se passer avec ces premiers vaccins. Et je suis désolé de le dire comme ça, parce que ça a l'air de dire que certains de mes concitoyens sont des cas d'études, mais on aura peut-être un meilleur retour. Et puis je voudrais aussi avoir la possibilité d'avoir un vaccin qui soit non ARN. Là encore, c'est un choix qui peut être un choix personnel. Je n'ai comme information que ce que je lis, mais c'est vrai que des techniques vaccinales, on va dire traditionnelles, je crois que Sanofi travaille sur cette technique-là, mais corrigez-moi si je dis une bêtise. Moi, j'attends peut-être de voir ce que va donner aussi ce vaccin-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien dire, c'est que je pense pas que les gens qui doutent soient ni des mauvais citoyens, ni des obstacles à la guérison. C'est parce que ce que disait Jacques Batistonnier, justement, il comprenait effectivement qu'il y ait des inquiétudes ou des doutes. Oui, tout à fait. Oui, Jacques Batistonnier. Oui, je pense tout à fait normal que les gens doutent, que les gens s'interrogent. C'est même je dirais, moi en tant que médecin, par rapport à un nouveau médicament, la première chose que je crois que je dois à mes patients, c'est d'avoir cette attitude critique de doute. Est-ce que ce médicament apporte quelque chose? Est-ce que ce vaccin apporte quelque chose? Est-ce que ce médicament n'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne va pas provoquer des effets indésirables graves? Et quand on est médecin depuis pas mal d'années, on a tous connu de nombreux retraits de médicaments. Donc on sait très bien qu'un nouveau médicament, on doit le regarder avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance, et donc on doit être hyper attentif à tout ce qui se passe, à tout ce que dit la littérature sur les effets. Et je peux vous dire que je crois que la très grande majorité de mes collègues, on est tous pareils, on regarde avec beaucoup d'attention tout ce qui est publié sur ce vaccin, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de publications et qu'on ne manque pas d'informations là-dessus. Et c'est en s'appuyant sur ces choses-là et en mesurant aussi les avantages et les inconvénients, et notamment par rapport aux EHPAD, qu'on peut dire que clairement, pour quelqu'un qui réside en EHPAD, entre des risques d'effets indésirables qui sont a priori peu nombreux et un risque de maladie grave qui est, lui, très important, puisqu'on sait bien quand le Covid touche un patient âgé de plus de 80 ans et à plus encore de 90 ans, que son risque de décéder de cette maladie est très important. Et si on compare ce risque-là avec le risque qui est pris quand on reçoit le vaccin, on se rend compte qu'il y a une disproportion énorme, que évidemment le rapport bénéfice-risque est très favorable au vaccin. Jean, merci d'avoir témoigné, donné votre avis en tout cas sur Sud Radio, et restez bien à l'écoute. On continue d'en débattre effectivement avec vous, Jacques Batistonnier. Il y a une question qui revenait aussi pas mal sur les réseaux sociaux, c'est cette question de l'immunité. Est-ce que finalement ce vaccin va nous permettre d'avoir d'une certaine façon une immunité à moyen ou long terme? Est-ce qu'on a déjà des infos à ce sujet? C'est la question sur laquelle qui est la plus difficile à répondre, évidemment, je dirais, puisque je rappelle qu'il y a un an, on connaissait à peine le nom on ne connaissait pas encore, on ne l'avait pas encore nommé, ce coronavirus. Donc, on voit bien que tout s'est passé dans un temps très court. Et la question de l'immunité, c'est une question sur le moyen et sur le long terme. Et donc, répondre à cette question-là sans avoir le recul suffisant, c'est pas possible. Autant je crois qu'on a une certaine robustesse dans les réponses qu'on peut apporter en termes d'efficacité à court terme. Et on voit bien entre les gens vaccinés et les gens pas vaccinés,
que je dirais il n'y a pas photo. Il y a un groupe, il y a très peu de patients qui sont atteints et dans l'autre, il y en a normalement pas mal. C'est 5 contre 180 pour donner l'ordre de grandeur, donc quelque chose de très très différent. Autant, bien entendu, ça n'est qu'avec le temps qu'on sera capable de dire ce vaccin apporte une immunité durable. C'est la même chose pour les patients qui ont été malades. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On n'est pas capable de dire au-delà de 3 mois s'il va avoir des anticorps suffisants pour le protéger. Donc on ne sait pas s'il faudra refaire des vaccins dans 6 mois, dans 1 an, ou tous les 3 ans, ou tous les 5 ans. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Ça a été le cas avec beaucoup de vaccins qu'on a connus. Le vaccin de la rougeole, quand on a fait les premiers vaccins, on a fait un vaccin. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait faire une 2e dose. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait revacciner. Enfin, vous voyez, on a des choses qui sont susceptibles de varier avec le temps. Parce que là, on a eu notamment des personnes malades dont les anticorps ont baissé assez rapidement, ont chuté au bout de 3-4 mois quand même. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir qu'il y a 2 sortes d'immunité. Ouais. C'est un petit peu complexe si on rentre dans les détails. Non, mais c'est important de le dire, effectivement. Il y a l'immunité qu'on appelle humorale, qui est apportée par les anticorps. Et puis, il y a l'immunité qui est l'immunité mémoire, qui est apportée par des cellules qui s'appellent les lymphocytes, qui sont capables de se rappeler. Et autant mesure les taux d'anticorps, autant mesure pas cette immunité qu'on appelle cellulaire, qui est apportée par des cellules de défense. Vous avez vous avez des globules blancs dans votre organisme quand vous avez été malade, qui sont là, qui s'appellent des lymphocytes mémoire, et qui, quand vous rencontrez à nouveau le virus, sont capables de réagir contre lui. Florence Arnez-Maumet, vous en avez parlé au début de ce débat, c'est les difficultés que vous avez vécues. Ça a été une année très éprouvante dans les EHPAD. J'imagine que oui, vous le disiez, pour vos équipes en tout cas, il y a un certain soulagement ou un certain espoir soulevé par cette campagne de vaccination. J'imagine que le cœur est un peu moins lourd actuellement. Ah oui, absolument, parce que, encore, je rappelle, le printemps qui paraît maintenant un peu loin, mais la première vague a été extrêmement traumatisante, puisque nous manquions de tout, d'expertise, d'expérience, de masques, de transfert vers l'hôpital, de tests. Donc, nous avons vraiment vécu une première vague extrêmement éprouvante. Évidemment des contraintes tout au long de l'année liées à la fermeture des établissements, à la suspension des visites, aux visites encadrées. Et puis une deuxième vague qui arrive dès la fin octobre, début novembre. C'est clair que là, il faut en sortir parce que, évidemment, les équipes tiennent parce qu'elles le doivent, mais on ne pourra pas continuer comme ça trop longtemps. On va terminer ce débat avec un témoignage, un auditeur qui nous appelle 0826 300 300. Il s'appelle Herriot, il nous vient de Perpignan. Bonjour Herriot. Oui, bonjour du sud où il y a du vent. Mais oui. Comment ça va ? Ça va. J'avais une remarque et j'avais une question aux médecins à poser. Alors allez-y. La première remarque, j'ai regardé la télé avec Morissette, 78 ans. Dans la vidéo, elle était étonnée de recevoir un vaccin. Ça, c'est la première remarque. Elle a dit, tiens, un vaccin. Donc, apparemment, on n'a pas trop discuté avec elle pour lui dire qu'elle allait se faire vacciner. Bah, apparemment, elle avait beaucoup d'humour aussi, à revoir ce qu'elle a dit après. Après, oui, mais avant, elle était étonnée. Ça, et la question Alors, la question au médecin, c'est concernant les tests PCR. Donc, le CT va de 25 à 50, et je souhaitais savoir... C'est la sensibilité. Oui, c'est le cycle. Et je voulais savoir, lorsque le médecin recevait les résultats du laboratoire d'un patient, si le CT était indiqué dessus ou il avait juste l'inscription positif ou négatif. Eh ben, on pose la question tout de suite. Merci Herriot de nous avoir appelé au 0826 300 300. On pose tout de suite la question à Jacques Battistoni. Réponse courte, la réponse est marquée positif ou négatif. Et ben voilà, en tout cas, merci à vous deux, Jacques Battistoni, je rappelle président du syndicat de médecins généralistes MG France. Merci également à Florence Arnez-Maumet d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, déléguée générale du SYNERPA, le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. On clôt le débat avec les résultats définitifs de notre sondage avec vous, Félix Mathieu. On posait la question ce matin, pensez-vous que le vaccin nous aidera à battre le coronavirus ? Quelle est la réponse de nos auditeurs ? Eh bien, c'est toujours un grand non à 85%.
85% sur Twitter. Bon, même si les 15% restants donnent un peu de la voix, à l'image de LR407 par exemple, qui nous écrit « Alors que le pays se trouve sur un fil entre taux de contamination conséquent et crainte d'un nouveau et imminent confinement, le démarrage de la campagne de vaccination est le signe tangible que quelque chose peut changer. L'espoir est là, enfin. » Et ben voilà, c'est dit. En tout cas, Félix Mathieu, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant pour tout ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux.